Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Abdou de Flippies. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez spéciale avec une invitée super spéciale. Elle s'appelle Amandine. Je vais la laisser se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas. Je te laisse te présenter à ceux qui regardent la vidéo. Ok. Eh ben, moi, c'est Amandine Kettel. Je suis prof de FLE, comme la plupart d'entre vous, j'imagine. Depuis quelques années, j'ai un peu dévié. Je n'enseigne plus aux élèves, j'enseigne beaucoup aux profs, en fait. Je forme les profs. Et je crée aussi du contenu avec une maison d'édition, des manuels, etc., des vidéos, des fiches pédagogiques, plein de choses. Et dernier projet en date, on a monté avec une collègue Adélaïde, que vous avez peut-être vu aussi par ici, le phare du FLE. Et l'objectif étant d'aider les profs à rester solides malgré la tempête. C'est vraiment ça l'objectif. Et en les aidant, donc en les formant, donnant des conseils, on a une newsletter, des fiches pédagogiques, plein de ressources, voilà. Super. En résumé. Pardon ? En résumé. En résumé. Super, merci beaucoup Adélaïde Tilly, incroyable, son site La Petite École du FLE, je ne sais pas si vous connaissez, mais si ils enseignent à des enfants, c'est un site qui peut être incroyable pour vous. Alors Amandine, aujourd'hui on va essayer d'avoir ta vision sur une problématique que beaucoup de profs de FLE ont, c'est l'hétérogénéité. C'est-à-dire que des fois, on a des profs qui ont plusieurs élèves de plusieurs niveaux différents, parfois plusieurs élèves qui parlent des langues différentes ou qui ont des parcours scolaires même différents. Et l'idée, en fait, ça va être plus ou moins d'aider les profs à rester solides, comme tu dis, face à cette tempête. Et pour y faire face, ici, on a plein de sujets sur la table. Vous ne le voyez pas, mais il y a plein de petites cartes comme ça sur la table. Et Amandine va essayer de choisir peut-être entre 7 et 10 sujets pour, pourquoi pas, nous donner des petits tips, pourquoi pas nous aider à mieux gérer ces tempêtes, etc., etc. Alors, je te laisse choisir tranquillement, tu as tout ton temps, okay. Et nous, on se retrouve juste après. C'est bon, Amandine a choisi ses cartes, il y en a 9 en tout, et on va commencer avec ta première carte. Quelle est ta première carte, Amandine ? Eh ben, je me suis dit qu'on allait commencer par diagnostic. Okay. Parce que ce serait quand même pas mal de commencer par, si tu es face à une classe où tu vois qu'il y a plein de différences, essayer de voir c'est quoi les différences, à quel niveau, parce qu'on parle beaucoup d'hétérogénéité de niveau quand on est en classe quand on est prof de FLE. On se dit ouais, lui il a plutôt un A1 alors que lui il a plutôt un A2, ou des fois on a des classes avec vraiment plein de niveaux différents. Ouais. Mais en fait, c'est pas qu'une question de niveau en fait. C'est aussi une question comment on dit, de manière d'apprendre. Tout le monde a un cerveau qui fonctionne différemment en fait. Il y a des personnes, on a toujours cette histoire de, il y a des gens qui sont très visuels, d'autres très auditifs, d'autres etc. Des fonctionnements de cerveau. Il y a des fois le parcours scolaire que la personne a pu avoir. Il y a selon là où tu travailles, il peut y avoir des gens qui n'ont jamais été à l'école, ouais. Ou qui ont fait beaucoup d'études. Qu'on fait des études dans des systèmes très traditionnels où on va vous donner du savoir et puis il faut juste apprendre par cœur. D'autres où ça aurait été vraiment par la pratique. Donc tu peux avoir tous ces profils-là dans ta classe. Et ici, on n'a même pas encore parlé de tous les 10. Dysorthographie, dyspraxie, dyslexie, il y en a plein. Les troubles de l'apprentissage, genre TDAH, etc. Donc dans ta classe, tu peux avoir 20 élèves et 20 personnes qui fonctionnent complètement différents. Il existe une façon d'enseigner commune à toutes ces 20 personnes et que tout le monde puisse la comprendre ou c'est compliqué ? Ce serait miraculeux. Ouais. Mais non. Ça n'existe pas ? Il n'y a pas de méthode qui fonctionnerait avec tout type de profil ? En tout cas, je ne la connais pas. D'accord. Si elle existe, je ne la connais pas. Et ça va plutôt être justement, c'est pour ça que j'ai choisi cette carte en premier, diagnostic, parce que le boulot du prof au début, c'est d'apprendre à connaître ses élèves. Donc comprendre, ok, il vient d'où, comment il apprend, comment il mémorise, comment il comprend. Est-ce que ça l'aide quand je lui fais un schéma ou je dessine un truc au tableau, ou est-ce qu'au contraire, il faut que je lui parle pour lui expliquer, ou voilà, il peut y avoir plein de choses. Quand on parle de plus jeunes aussi, tu peux avoir des éléments un peu perturbateurs qui vont s'agiter, etc. Donc comprendre pourquoi aussi des fois. C'est pas juste qu'il est pénible. D'accord. C'est peut-être qu'en fait, il a des troubles d'apprentissage et rester assis sur sa chaise pendant 1 heure, c'est juste l'enfer pour lui, en fait. C'est compliqué. Nous, on bouge dans la classe, donc ça va. Mais nous, les lui, profs. oui, c'est ça. Lui, il doit être assis comme ça, on lui demande de se taire, de rester immobile, de pas faire de bruit. C'est dur, hein. C'est très dur. Enfin, moi, j'étais très scolaire, ça m'a pas gêné, mais ouais. je comprends que ça puisse gêner plein de gens.
Et aujourd'hui, ça te gêne ou pas de rester assis? Je le fais plus. Donc, d'accord. Mais c'est vrai que les rares fois où je me retrouve à cette place-là, il faut que la formation ou ce que je suis en train de suivre soit vraiment bien. Ouais. Me captive, me parle, soit pratique, soit utile. Sinon, je m'ennuie en fait et je me dis, je perds mon temps là. D'accord. Du coup, le diagnostic, quand on arrive dans une classe, tu aurais une idée de la façon dont on fait le diagnostic? Il se fait en amont ou il se fait en constatant certaines choses? Il se fait en prenant des notes? Comment tu... Ce qui est intéressant, c'est au début, c'est de tester plein de choses. Ouais. Donc, il va y avoir des choses qui vont fonctionner avec certains élèves, d'autres pas. Donc, moi, ce que je fais souvent au début d'une classe, déjà, je pose plein de questions à mes élèves pour comprendre pourquoi ils apprennent le français. Okay. Ça, c'est déjà un premier truc. Alors moi, je travaille beaucoup avec des adultes ou des jeunes adultes, quoi. Donc, en général, ils savent pourquoi ils sont là. Okay. Des fois, ils sont là juste parce que c'est obligatoire. Ouais. Ça, c'est un autre problème. Et ensuite, pour savoir un peu comment enseigner et qu'est-ce qui va fonctionner avec eux, c'est tester plein de choses. Donc, si je dis des choses simples, ça va être un jour de faire une chanson, de voir comment ça apprend. Déjà, est-ce que ça les intéresse, est-ce que ça les ennuie, est-ce qu'ils ont mémorisé des trucs ou pas. Le lendemain, on va faire un texte. Le lendemain, on va faire une vidéo. Le lendemain, on va faire des jeux à l'oral, des choses où il faut se déplacer. Tu connais la théorie des intelligences multiples ? Bon, vaguement, ouais. si tu peux nous la rappeler. Moi, je la connais pas forcément très très bien non plus. Et en plus, elle est très décriée par certains scientifiques qui disent que ça met les gens dans des cases et que c'est pas très correct. Mais il y a pas mal de schémas qui existent où tu as comme une carte mentale où tu vois, il y a en plus, des fois c'est 7, des fois c'est 9, des fois c'est 12, je sais pas comment ils comptent, mais des profils de personnes. D'accord. En général, quand tu regardes le schéma, tu te dis pas, moi je suis ça. Non, tu te dis, ah oui, moi je suis un peu ça, un peu ça, un peu ça. C'est pour ça qu'elle est décriée, la théorie, parce que c'est trop radical en fait. Ouais, t'es pas fait pour atterrir uniquement dans une case, c'est ça? On n'est pas qu'un type de personne. Okay. Mais ce que j'aime bien dans ce schéma, c'est que ça donne un panorama un peu du type de personnes que tu peux avoir dans ta classe. Ouais. Donc tu as des gens qui sont, alors les termes techniques, c'est kinesthésiques, ça veut dire qu'ils aiment bien bouger. Ouais. Tu as des gens qui sont plus musicaux, donc faire des chansons ou la partie phonétique, peut-être ça va beaucoup plus leur parler. T'as des gens qui sont, je me rappelle plus les mots exacts, mais c'était genre scientifique un peu. Donc, alors on se dit scientifique dans la langue, qu'est-ce qu'on va faire Ah non, c'était logico-mathématique. D'accord. Logico-mathématique, par exemple la grammaire, ouais. avec des règles de grammaire, des tableaux, des schémas, ça se trouve ça va leur parler beaucoup plus que le côté artistique. Enfin, du coup, je trouve ça assez intéressant de se dire, bon alors, aujourd'hui on va faire de la grammaire. J'ai cru comprendre que eux, ils aimaient bien quand c'était carré, une règle de grammaire et tout, donc je vais faire un tableau. Mais il y a aussi eux qui ont besoin de pratiquer, de toucher, de manipuler. Donc on va aussi faire la règle de grammaire avec des petites cartes qu'il va falloir remettre dans l'ordre. D'accord. Et tu peux proposer... Alors c'est beaucoup de boulot pour les profs. Ouais. Après on va peut-être parler de comment ne pas mourir en essayant de proposer autant d'options. Bien sûr. Mais voilà, en fait c'est un peu tester. Donc c'est dans ce sens-là où moi j'essaye de faire un diagnostic. C'est tester... moi je sais que j'adore les cartes mentales par exemple. Pour moi, pour mon apprentissage... Ça m'aide beaucoup d'organiser visuellement les idées. Ouais. Il y a des gens à qui ça parle pas du tout. Si, j'imagine, ou peut-être qu'ils n'en ont jamais vu. Ouais. Et du coup, toi, de ce que je comprends, pour diagnostiquer ton cours, tu vas tester plusieurs formats et en fonction du format qui ressort, tu vas plus ou moins privilégier les chansons, s'ils préfèrent les chansons, etc. Mais en général, comment tu fais pour savoir quel format l'emporte? C'est le nombre d'élèves qui est le plus à l'aise ou le nombre d'élèves qui comprend le mieux avec ce format? Je ne sais pas comment tu valides ça. Mais en fait, c'est pas la masse, c'est pas la majorité. Ça va être de voir, ok, ces élèves-là, je vois bien que là, ça leur a plu quand on a fait des chansons. Ceux-là, ça leur a bien plu quand j'ai fait un petit tableau bien clair et logique. Ouais. Ceux-là, ça leur a bien plu quand on a bougé dans la classe et qu'on a fait des jeux et tout. Donc c'est plutôt de voir qui aime quoi, pour que quand tu vois un élève qui bloque, je crois que j'avais choisi le mot blocage. Ah non, je l'ai enlevé finalement. Quand tu vois un élève qui bloque sur un truc, dire ah oui, lui il aimait bien, ça lui avait plu l'activité où on bougeait. Ouais. Donc je vais essayer de réexpliquer ou de proposer une activité où il va devoir bouger, manipuler des choses pour voir si ça débloque. Okay. C'est plutôt un diagnostic individuel en fait presque. Ok, ok. Et dernière question, moi c'est par rapport aux questions que tu posais à tes élèves. Sous quelle forme ça se fait? Genre comment vous apprenez le français, etc., etc. Parce que pour moi c'est une très très bonne idée de démarrer un cours avec différentes personnes comme ça. Pourquoi vous apprenez le français et tout? Comment tu fais ça? Questionnaire en ligne, à l'écrit, à l'oral, comme ça? Ça dépend du niveau, parce que si tu as des élèves qui débarquent et ils ont déjà un B1, B2,
tu peux te permettre, à l'écrit et à l'oral, Ouais. tu peux te permettre de faire passer un questionnaire, par exemple, pendant le premier cours. Là, j'imagine un cours en présentiel, mais bon, tu peux faire la même chose en cours en ligne. Ouais. Faire passer un questionnaire et prendre vraiment le temps en leur disant, pour moi, c'est très important, prenez le temps d'écrire vos réponses. C'est pas grave si c'est pas bien écrit, c'est pas le but, moi, Ouais. je veux le contenu. Et je demande aussi, par exemple, leur goût. Je sais pas, goûts musicaux, le dernier film qu'ils ont aimé, la série qu'ils ont regardé, pour pouvoir proposer des choses qui vont un peu dans leur sens aussi. Avoir une classe hétérogène, du coup, j'ai l'impression que ça nécessite 10 fois plus de boulot qu'une classe, par exemple, où on n'a que des Espagnols de tel âge, etc. Mais etc. même avec une classe avec que des Espagnols de tel âge, ils viennent tous d'un père et une mère différentes. Ouais. Ils ont tous un cerveau unique en fait, qui fonctionne un peu différemment. D'accord. Ils n'ont pas forcément les mêmes goûts, même s'ils ont le même âge. Alors c'est vrai que tu as déjà la langue maternelle, l'âge, Ça aide, hein. et normalement à peu près un niveau homogène. Mais Ouais. encore ça, c'est rarement exact. C'est clair. Mm. C'est clair. Donc ouais, c'est pas qu'une question de cours plurilingues, ou multiculturels. Ça, c'est vrai que ça rajoute encore des couches, mais des fois ça peut être très riche aussi. D'accord. C'est plus vraiment, pour moi, le côté hétérogénéité, c'est certes le niveau, mais c'est aussi beaucoup la manière de fonctionner dans le cerveau. Dans le quoi. cerveau. D'accord. Je crois, ouais. D'accord. Ah, dans ma tête, hétérogène, c'était uniquement pour le cerveau. Donc, pour moi, hein, de ce que j'ai compris, diagnostic, hein, on va passer à une autre carte, mais rapidement, hein, tu me dis si je me trompe, hein, je parle sous le contrôle d'Amandine. Diagnostic, vous avez un cours avec plusieurs élèves de niveaux, d'origines différentes, etc., etc. L'idée, ça va être de créer peut-être plusieurs types d'activités différentes, enseigner la grammaire de façon textuelle, de façon musicale, de façon schématique, avec des choses qu'on peut toucher, etc., etc. Et en fonction de ce qui ressort, de ce qui est le plus efficace, j'ai envie de dire, normalement, vous saurez plus ou moins comment, je dirais pas apprivoiser vos élèves, mais comment faciliter leur compréhension, quoi. Mais ça nécessite beaucoup de boulot en amont, le diagnostic, mais dès qu'on a toutes ces informations, alors là, je pense que vous avez déjà un peu d'or dans les mains pour gérer votre classe de la meilleure des manières qui soit. Est-ce que je me suis bien expliqué ou il manque quelque chose ou pas Très bien. pour le diagnostic? Merci beaucoup pour le diagnostic. On va passer à une autre carte. C'est bien, Amandine, hein? Bien. Ça avance. Je vais tousser. Il n'y a pas de souci. Ouais, bah vas-y, Amandine, je vais te laisser choisir la prochaine carte. Alors, j'ai envie de partir sur la réponse, du coup. La solution, c'est la différenciation. Ok. On n'est pas obligé d'y passer des heures, parce que finalement, tout le reste va nourrir cette carte. Ouais. Mais la différenciation, c'est, une fois qu'on a fait notre diagnostic, et qu'on a compris un petit peu comment fonctionne chaque élève, etc., bah, ce qu'il va falloir, c'est du coup œuvrer pour qu'une leçon ait plein de, comment on peut dire, de formats ou d'options possibles. Ok. Ça, c'est la partie qui fait peur. Parce qu'on se dit, attends, déjà, je prépare plein de cours. Et en plus, chaque cours, il faut que je le prépare en 25 modèles parce que j'ai 25 élèves différents. Mais en fait, c'est un peu ça l'idée, théorique. Ouais. Okay, donc, c'est à chaque fois de se dire... on va pas forcément à chaque cours proposer 5 options différentes, mais avoir en tête de dire, bon, là, j'ai prévu d'expliquer ma règle de grammaire, par exemple, avec une carte mentale. Mais il faut quand même que j'ai un peu en tête que si ça passe pas à l'histoire de la carte mentale, parce qu'il y a des élèves, quand c'est trop visuel ou je sais pas quoi, ça leur parle pas. Ouais. Il faut quand même que j'ai peut-être une autre idée en tête que je vais pas forcément avoir formalisée, créée, etc. Mais que je l'ai en tête pour, si ça bloque, me dire, ok, j'ai un plan B vers lequel aller qui soit différent, parce que là j'ai utilisé un truc très visuel, donc peut-être que un plan B, ce serait de faire quelque chose où les élèves bougent, ou quelque chose où j'explique oralement et ils répètent. D'accord. On peut imaginer plein de choses. Où ils écrivent leurs règles. Les gens qui viennent de systèmes scolaires très traditionnels, ils ont appris à rédiger dans leur cahier la règle et de souligner en rouge des choses et d'apprendre la règle par cœur. D'accord. Donc si toi tu débarques avec ta carte mentale, il n'y a pas de phrase. Je peux pas apprendre par cœur une carte mentale, ça marche pas, donc ça peut déstabiliser, tu vois, clair, dans le système d'apprentissage. Donc c'est toujours un peu se dire, ok, je connais maintenant mes élèves, moi je vais proposer un cours un peu unique, sauf s'il y a vraiment des élèves qui sont complètement en difficulté. Là, on peut avoir déjà pensé à des choses. Mais moi je me dis, c'est ça l'idéal, c'est d'arriver à penser à son cours unique, mais en ayant toujours en tête des plans B et C, pour partir dans des voies différentes si un groupe bloque ou si on voit que ça passe pas du tout. Comment tu arrives à voir que le truc ne passe pas? Parce que des fois, avant, quand j'étais
avant quand j'étais jeune, je suis encore jeune, mais quand je débutais, en fait, je demandais toujours à mes élèves, vous avez compris? Tout le monde disait oui, mais en fait, ils n'avaient pas compris. En fait, ils devaient avoir honte ou entre eux, tu sais, ils ne devaient pas être à l'aise pour dire non, j'ai pas compris, explique différemment. C'est quoi, tu as les signaux qui t'alertent, qui te montrent qu'un élève n'a pas compris? C'est en fonction de ce qu'il produit, en fonction de la tête qu'il fait. Comment tu reconnais ça? Et cette chose-là, en fait, t'amène à aller sur ton plan B. Bah, en général, quand tu fais un petit jeu pour voir si pour systématiser, mettre en pratique ce que tu viens. Je reste dans mon truc de grammaire parce que c'est un truc très. Mais c'est parfait, c'est très bien. C'est un exemple. On fait tous de la grammaire sous plein de formes différentes. Mais imagine, tu viens d'expliquer comment fonctionne le passé composé à tes élèves. C'est compliqué le passé composé, c'est plein de paramètres. Ils se disent tous oui, j'ai bien compris, j'ai bien noté la règle et tout. Ok. Bah maintenant, faut le faire. Bien sûr. Donc on va faire. Moi, en général, je commence toujours par une activité à l'oral, justement, de mise en pratique. Ça peut être un truc très simple, du genre, on est tous en cercle, et on va dire, hier, je suis allé au marché. Et toi? Hier, je suis allé au marché, et j'ai acheté, je sais pas quoi. Et on fait comme ça une ronde. Ouais. Bah, tu vas tout de suite te rendre compte de qui est capable de conjuguer son verbe et de faire une mini-phrase, ou pas. Okay. Et en même temps, c'est un jeu, donc c'est pas grave, on peut se tromper, ça fait partie du jeu, mais toi, en fait, ton objectif, c'est de dire, ok, lui, il a pas trop compris, lui, c'est un peu bancal, elle, c'est bon, je sais pas quoi. Et c'est comme ça déjà que tu peux faire ton diagnostic. Et du coup, après, tu peux discrètement dire, bon, maintenant, on va faire des petits groupes, bah, tiens, toi, vous avez qu'à vous mettre ensemble, et hop, t'as mis ceux qui avaient pas bien compris, toi, vous allez vous mettre ensemble, là, t'as mis ceux qui, a priori, s'étaient maîtrisés. Et là, pourquoi pas, tu peux leur proposer 2 choses différentes. Donc là, ce sera peut-être plus une activité à l'écrit. Ouais. Comme ça, c'est différent aussi, ça fait travailler l'écrit. Et du coup, la table où ils avaient eu plus de difficultés, tu peux mettre un exercice peut-être plus progressif ou un exercice plus basique avec, par exemple, que l'auxiliaire avoir, ou que l'auxiliaire être, ou je sais pas quoi. Ou juste des phrases à trous, ou juste choisir dans une liste, tu vois, comment ça s'appelle, un QCM, où il faut choisir la bonne forme du verbe. Mais ils n'ont pas à l'écrire. Il faut qu'ils choisissent et ils se rappellent de la règle. Et tu peux leur dire, bah, vous avez le droit de re-regarder la règle. Alors que l'autre groupe, qui était plus avancé, ils ont une feuille blanche. Il faut qu'ils racontent quelque chose. Il faut qu'ils écrivent quelque chose. Bon, là, c'était très radical, la différence. Mais pour donner un exemple. Ok, et ces ateliers ne tournent pas? Bah, éventuellement, ça peut, si tu vois que le groupe qui avait un peu plus de difficultés, c'est bon. Le fait d'avoir fait un peu plus, ça marche. Tu peux dire, bon, bah, maintenant, vous allez là. Par contre, eux, c'est pas forcément intéressant qu'ils aillent de l'autre côté. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est intéressant. Pour moi, c'est intéressant. Mais moi, je vois tout de suite le problème là, de ce qu'on va nous dire, j'imagine, en commentaire. Hein. Tu crois que j'ai que ça à faire, préparer 5 heures de cours comme ça? Comment tu crois qu'on peut préparer ça efficacement? Je vais tousser, après je réponds. Vas-y, ça marche. La réponse, elle est là. La réponse, elle est où? Elle est là? À la prochaine carte, ok. Ouais. À mon avis, on a la chance, alors c'est surtout IA, chatbot. J'avoue que je connais moins bien les chatbots, je ne les ai pas forcément trop utilisés. Ouais. Mais l'IA, tu peux... Alors, moi, je trouve que l'idéal, c'est d'abord réfléchir d'abord toi, avant de laisser réfléchir l'IA. Donc, si je reprends mon idée de passé composé, tu as un exercice, ça peut même être un exercice du livre, tu sais, les petits exercices à trous, etc. Tu dis à l'IA, voilà, j'aimerais bien travailler cet exercice, mais sous 3 ou 4 formes différentes, avec des niveaux de difficulté différents. Et l'IA, il a beau être expert en tout, en général, on est quand même un peu meilleur que lui. Ouais. Donc l'idée, c'est d'avoir déjà toi un petit peu une idée préconçue, de lui dire, bah voilà, j'ai des élèves qui ont bien maîtrisé, qui maîtrisent déjà les verbes au passé composé, je voudrais qu'on aille un peu plus loin et qu'ils écrivent un texte ou je sais pas quoi. D'autres, ils ont vraiment besoin de revoir toute la règle, donc je veux un exercice très simple avec un QCM, je sais pas quoi. Et tu penses comme ça à 3-4 options, mais tu as juste à penser au concept, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et après, l'IA, elle te produit les activités. Ok. Et donc, tu peux lui dire, en plus, tu peux vraiment lui dire, bah, prépare-moi 4 PDF prêts à imprimer avec la consigne, etc. Tu peux même lui dire, pourquoi pas, la consigne doit être en espagnol pour le groupe le plus faible, pour être sûr que ce soit pas trop compliqué, tu vois, que déjà, il passe pas du temps à comprendre la consigne. Et en fait, mine de rien, ça fait gagner vachement de temps. D'accord. Faut avoir l'idée. Ça se prépare en amont. Ouais. Pas en direct, comme ça, c'est chaud. Bah, pour les consignes, je l'ai jamais fait, mais... Non, mais ça peut sortir beaucoup de gens de la galère. Tu ne l'as jamais fait, peut-être que tu n'as jamais eu
à le faire peut-être, ou tu arrives à utiliser d'autres façons de le faire. Mais pour moi, une consigne, par exemple, utiliser l'IA là en direct, traduis-moi ça dans la langue de un tel. Franchement, ça pourrait être vraiment parfait. Après, en ce qui concerne l'IA, c'est bien, je dirais. Ça peut permettre de créer des activités, mais t'as pas peur, toi, d'avoir des réponses un peu erronées de l'IA ou quelque chose? Il faut tout relire. C'est pour ça que ça a fait gagner du temps quand même dans la production de l'activité. Si tu lui dis prépare-moi une activité avec 10 phrases, t'as pas besoin d'imaginer 10 phrases, parce que des fois, moi je suis un peu à court d'idées comme ça, donc il peut préparer les 10 phrases, mais il faut tout relire et faire l'exercice en fait comme si tu étais les élèves, parce que des fois, tu lui dis je voudrais que des verbes avec l'auxiliaire, enfin que des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. En fait, tu fais l'exercice, tu fais là c'est être, là c'est encore être. Et il n'est pas très bon, il n'est pas prof de FLE, clairement. Il n'a pas une réflexion derrière. Alors ça s'améliore chaque jour, franchement, quasiment, l'IA. Mais il faut vraiment tout relire. C'est pour ça que le faire comme ça en direct en classe, c'est risqué. C'est un peu risqué à mon avis. Alors après, une autre solution, ça peut être... alors c'est peut-être ça, les chatbots, mais j'avoue que j'ai très peu utilisé ça. Mais moi, j'ai déjà proposé à des élèves parce qu'ils veulent absolument utiliser l'IA, etc. Donc j'essaye de leur montrer comment ils pourraient utiliser l'IA de manière utile. Et en fait, je leur dis, demande à l'IA de t'entraîner à utiliser le passé composé. Tu lui dis, et tu peux lui écrire dans ta propre langue, tu lui dis, voilà, je suis apprenant de français, j'ai un niveau A2, je suis en train d'apprendre le passé composé. Pour l'instant, je voudrais m'entraîner avec le passé composé avec le verbe être. Donc, propose-moi des activités pour que je te réponde, par exemple, avec ça. C'est ça les devoirs du futur. Bah ouais, clairement. Je pense que oui, parce que de toute façon, les élèves, ils font les devoirs avec l'IA. Même les adultes qui payent leurs cours. Mais ils trichent avec eux-mêmes, là. Je suis en train d'apprendre je suis en train d'apprendre une langue, et moi-même, des fois, je fais appel à l'IA, parce qu'en fait, la réponse, elle est là, donc c'est trop facile, c'est trop tentant. D'accord. Et plus efficace pour le cerveau, du coup, c'est de retourner à l'ancienne ou de chercher la réponse avec l'IA. Chercher la réponse avec l'IA, pour moi, ce ne serait pas la meilleure des choses, mais produire avec l'IA ou lui demander qu'elle nous corrige, ça pour moi, c'est par exemple les devoirs du futur. Tu parles 30 minutes avec l'IA sur tel sujet, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut montrer aux élèves. Ne lui dites pas à l'IA de vous donner la réponse toute faite. Dites-lui de vous guider vers la réponse ou de vous aider à trouver la réponse. C'est ce que j'ai fait moi dernièrement en tant que moi apprenante pour tester aussi. Je suis en train d'apprendre le grec et du coup je lui ai dit est-ce que tu pourrais m'aider à comprendre telle phrase, parce qu'il y avait une phrase dans un exercice je comprenais pas du tout. Donc je lui ai copié-collé la phrase dans l'IA et je lui ai dit ne me donne pas la réponse mais aide-moi en décomposant à comprendre la phrase, donc à retrouver le verbe, à comprendre d'où c'est quoi ce temps, pourquoi la phrase elle est organisée comme ça. Et c'était pas mal. C'était pas parfait parce que des moments, il me disait la réponse, il me disait je ne te donne pas la réponse, mais la réponse c'est ça. Mais du sens qu'il y a un potentiel en fait. D'accord. En fait, oui. En fait, il faut peut-être apprendre. Je sais pas si c'est le rôle du prof de FLE de faire ça, d'apprendre aux élèves à utiliser l'IA ou c'est eux qui doivent savoir. Je pense que c'est le rôle du prof parce que justement, on a ces idées-là que peut-être lui n'a pas, l'élève en fait. Moi, je trouve qu'on n'est pas vraiment prof, on est un peu coach. Aujourd'hui ? Ouais. Parce qu'en fait, le contenu, il est partout. On n'a pas besoin. Enfin, j'arrête pas de parler de la grammaire là, mais en réalité, s'il cherche une règle de grammaire, il la trouve n'importe où. Tu veux savoir comment fonctionne le passé composé, tu te demandes à Google et tu as plein de réponses. Ou tu demandes à l'IA et tu as plein de réponses. C'est plutôt donner un rythme d'apprentissage, donner des idées de comment tu vas pratiquer la langue et pourquoi pas avec l'IA. Si tu n'as personne qui parle français autour de toi, tu as l'IA en fait. L'IA, elle parle toutes les langues du monde, ou presque, beaucoup de langues en tout cas. D'accord. Non, c'est intéressant d'avoir, comment dirais-je, une classe hétérogène devant soi. Et même si on ne maîtrise pas la langue de l'apprenant, l'IA peut nous aider à traduire des consignes ou même à lui donner des devoirs chez lui. Mais tu penses pas que l'IA, tu penses que c'est vraiment l'allié du prof, c'est pas un danger pour le professeur? Le futur, du prof. C'est très ambivalent en fait. Moi, je me rends compte que je l'utilise de plus en plus.
Et du coup, je pense que je comprends mieux ce qu'on peut faire avec. Et je me Ouais. dis, c'est quand même un super allié, ça peut te faire gagner un temps fou. T'as remplacé quelqu'un grâce à l'IA ou pas, toi? Un métier quelconque ou un site quelconque? Non, je pense pas. Je gagne du temps, je peux faire plus de trucs et des choses des fois plus professionnelles. Justement, quand c'est pas mon cœur de métier qui est enseigner, ça je sais le faire. Ouais. Mais comme je suis à mon compte, faire des devis, faire des contrats, faire des factures, faire Ouais. des je sais pas quoi. Des fois, demander à l'IA, aide-moi à calculer mon tarif pour tel client qui je sais pas quoi. Ouais. Ah, il me sort des trucs, je dis ah oui, j'avais jamais pensé à diviser ça comme ça parce que il y a plein d'autres professions qui utilisent l'IA Bien et sûr. qui font des tarifs et des manières de faire des devis bien différentes. Donc pour ça, c'est très utile. Pour les cours en entreprise ou les cours français spécifiques, là, je sais pas, médecine ou ouais, tu dois enseigner le français à des aides-soignants. Moi, j'y connais rien en monde hospitalier, en aide-soignant, je sais pas quoi. Bah, l'IA, elle connaît tout en fait. Oui. Enfin, elle connaît tout. En fait, oui, c'est des outils qu'ils utilisent ou des objets que nous, on ne connaît pas du tout. Bah ouais. Mais Et- tu peux du coup lui demander à l'IA par exemple de générer un dialogue le plus authentique possible entre deux chirurgiens qui parlent d'une opération. Moi je suis incapable de faire ça, je comprends Bien rien. sûr, bien sûr. L'IA elle peut faire un truc qui est relativement plausible, quoi, et crédible. D'accord. Donc c'est intéressant pour ça je trouve. Et j'avoue, pour moi, c'est incroyable. C'est pas trop. Moi, je suis plus dans la création de ressources, du coup, je l'utilise vraiment différemment. Je demande plutôt des validations ou des critiques, tu vois. Critique-moi ça. Ouais, mais ça c'est intéressant, les élèves ils pourraient faire ça aussi. Les Les élèves, ils pourraient écrire eux-mêmes leurs textes sans l'IA, Ouais. mais ensuite demander à l'IA de les aider à améliorer, à critiquer, à valider, justement en disant me corrige pas tout, Ouais. mais dis-moi comment j'aurais pu améliorer, dis-moi quelles sont les erreurs récurrentes que je fais, comment est-ce que je pourrais m'améliorer. Ok. Ouais, l'IA, je pense, peut être vraiment un genre de coach aussi, en fait, parce que tu peux lui demander de tout faire, mais ça n'a aucun intérêt pour ton cerveau et ton apprentissage. Il fonctionnera beaucoup Voilà. moins ton cerveau. Tu conseillerais quoi à un prof? Plutôt de demander à l'élève de faire sa production écrite et que l'IA la corrige, ou de faire sa production écrite et que le prof le corrige, ou envoie-moi ce que l'IA t'a dit, tu vois. Un prof qui a la flemme, tu sais, qui est là, il travaille trop. Bah, franchement, corriger des productions écrites avec l'IA, ça marche pas mal. Hein. Ouais. T'as déjà essayé? Non. C'est pas inintéressant. Alors, il faut que l'élève les tape. Mais le problème, c'est qu'on peut partir très loin, parce que du coup, l'élève ne va pas écrire la production écrite, c'est l'IA qui l'a fait. Toi, tu vas pas la corriger, c'est l'IA qui va corriger. Du coup, il n'y a plus personne qui bosse. Si, bah Ni non, l'élève, bah ni non. toi, quoi, ouais. Non. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à montrer aux élèves l'intérêt de eux-mêmes écrire quelque chose. Moi, je me rends bien compte que les élèves, ils vont direct vers l'IA. Donc maintenant, j'intègre dans la consigne ou dans le travail l'IA, en fait, directement. Donc je dis, cherche des idées et un plan avec l'IA, puis prends un cahier et un stylo, éteins ton ordinateur, ton téléphone, rédige à partir du plan proposé par l'IA. Et pourquoi pas après, comme souvent le problème c'est qu'ils utilisent l'IA parce qu'ils ont honte de rendre leur truc avec plein d'erreurs. D'accord. On n'accepte plus trop l'erreur en fait, j'ai l'impression. Tu sais, quand tu écris un message, tu as l'autocorrecteur. Ouais. Quand tu envoies l'as, un toi mail, bah ouais, sur le téléphone c'est automatique en fait. Non, je l'ai supprimé. Parce que Ah j'ai ouais douté pour des mots des mots. Je dis, mais comment ça s'écrit ça? Ah ouais, Puis, bah tu vois, j'ai même pas pensé à le supprimer. Mais non, effectivement, ouais. je l'ai supprimé pour pas. Enfin, pour toujours avoir mon bon niveau d'orthographe, tu vois. Mais oui, donc on accepte moins l'erreur, tout Bah, est automatisé. Ouais, il y a ce côté-là. Donc peut-être qu'au lieu de lui dire bah, rends-moi le truc tel quel, tu peux lui proposer une deuxième phase en te disant demande à l'IA comment tu pourrais améliorer. Et par contre, tu me rends les deux trucs. Comme ça, moi, je me rends compte aussi de ce qui s'est passé, toi, tu vas t'intéresser surtout à la première production parce que Bien l'autre sûr. corrigée par l'IA est pas si intéressante. Mais D'accord. Après, moi, je dirais que pour le suivi de l'élève, en fait, pour moi, l'IA, c'est bien, mais ce serait plutôt des devoirs supplémentaires. Moi, Ouais. pour le suivi de l'élève, je lui dirais vraiment, s'il te plaît, fais-le sur un papier, machin, tu me le rends. Et si tu veux bosser un peu plus, avec l'IA, tu vois. Parce que c'est compliqué de diagnostiquer en n'ayant pas, c'est la production originale comme ça. Après, je sais pas si toi, tu fais des productions écrites en cours. Je pense pas. Enfin, moi, perso, j'en fais pendant jamais. le cours, tu veux dire? Comment? Pendant le cours? Ouais. Bah Pendant non, le ça cours. fait perdre un temps fou. Ça fait perdre un temps Ouais. fou qu'il peut faire ailleurs. Non, parce que moi, ça m'arrive, mais c'est vraiment rare, tu vois. C'est quand tu as des petits ateliers tournants, voilà, là, il y a 10 minutes pour faire la PE. Ici, ils ont une production orale avec moi, et ici, ils ont une autre activité qui sont tout seuls, et tu sais, ça tourne comme ça. Mais c'est juste ça, en fait, que je fais vraiment rarement pour m'assurer vraiment que le truc
vient d'eux sans aucune aide et quoi que ce soit, quoi. En fait, ça dépend de ton public. Ouais. Moi, je travaille quasiment toujours avec des gens qui ont choisi d'apprendre le français. C'est mieux, hein. C'est beaucoup plus confortable, mais c'est pas du tout le cas de tout le monde. Et du coup, je pars du principe que c'est leur responsabilité. Bien sûr. S'ils veulent me rendre un truc généré entièrement par l'IA, bah tant pis pour eux. Enfin, c'est dommage, ça sert à rien dans leur apprentissage. Alors je vais leur dire, Ouais. je vais leur dire, bah ça sert à rien là, les gars. Enfin, moi, ça m'intéresse pas de lire un truc que vous avez pas écrit. Tu reconnais, toi? Bah franchement, quand c'est des niveaux faibles, Ouais. c'est évident. Alors il y a des petits malins qui disent à l'IA, écris avec des erreurs comme si tu étais un apprenant de je sais pas quel âge. Ça Je sais n'a pas. aucun bénéfice pour Ça eux. n'a aucun intérêt. En plus, ils vont lire, si jamais ils le lisent, ils vont lire un truc qui a des erreurs, qu'ils n'ont pas produit eux-mêmes, enfin ça n'a aucun intérêt. Ok. Ce que j'avais conseillé à des profs qui travaillent avec des ados, par exemple, qui sont obligés de faire du français et qui ramènent tous leurs devoirs faits par l'IA, c'était de dire, ok, bah non, me le rends pas, maintenant vous allez vous asseoir à la table et vous allez améliorer le texte que l'IA vous a généré. Et du coup, là, ils étaient, ah merde, on est obligé de le lire, du coup. Ah zut, on est obligé de retravailler. Et là, ça les avait un peu calmés. Ils avaient dit, ouais, d'accord, bon, bah, la prochaine fois, on l'écrira nous-mêmes. Parce que... Bah, c'est mieux. En fait, ce que je dis, moi, c'est tu triches avec toi-même. Ouais, C'est tout. complètement, ouais. Tu triches avec toi. Moi, je parle français. Toi, voilà, quoi. Donc, je vais juste faire conclure. Et puis, si tu as des choses à ajouter pour la Bah, en fait, on a conclusion, déjà voilà. répondu à d'autres, hein, parce qu'on a beaucoup parlé des devoirs. Ouais. On a pas mal parlé de la consigne déjà, mais on peut en reparler. Ouais. Mais dans la conversation, en fait, regarde, on a déjà parlé. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué de rester dans un truc. Donc voilà, pour la différenciation et l'IA, franchement, la différenciation, c'est essentiel. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour vous générer des exercices qui correspondent vraiment au profil de vos élèves. Et quand parfois vous avez une consigne qui est uniquement en français, vous pouvez la traduire en direct dans la langue de tous les élèves que vous avez, quoi. Et ça peut vraiment vous servir. Pour ce qui est de la préparation des activités qui correspondent à chaque profil des élèves, je sais que c'est très compliqué, mais il existe plein de sites internet où il y a des ressources PDF, PowerPoint, vous n'êtes pas obligé de tout créer vous-même. Et voilà. Je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter pour différenciation, IA et chatbots. Écoute, on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais Ouais. je pense qu'on a déjà dit pas mal de trucs. Ouais, je pense que ça va beaucoup les aider. En fait, c'est l'idée de la consigne, pour moi, elle est vraiment, vraiment top. Et puis l'idée aussi des devoirs à faire avec l'IA et tout, c'est vraiment top. Bah, je peux rajouter un petit truc justement sur la partie consigne, parce qu'on a beaucoup parlé de la traduction de la consigne. Ouais. Mais on peut aussi imaginer une consigne qui reste en français, mais qui soit plus ou moins complexe ou plus ou moins simple. Donc en fait, tu as la même consigne, enfin, la même activité pour toute la classe. Ouais. C'est un petit peu ce que je disais aussi tout à l'heure. Donc, imaginons un exercice de grammaire ou de vocabulaire, etc. Donc, tu peux avoir la même activité, mais dans la consigne, il va y avoir quelques petites différences et tu vas distribuer ton activité en fonction de ce que tu sais de tes élèves. C'est pour ça que le diagnostic est vraiment capital. Bien sûr. Donc, tu vas pouvoir avoir en mode QCM, donc il n'y a pas besoin d'écrire, il faut juste choisir parmi des propositions. Ouais. Tu vas avoir en mode, il y a un trou, il faut rédiger. Donc là, c'est une petite difficulté supplémentaire, surtout si tu as des personnes qui ont du mal avec l'orthographe, avec la rédaction et tout ça. Tu peux avoir des phrases à remettre dans l'ordre. Pour la syntaxe. Ça va être la même phrase que tout le monde a, mais là, il faut la remettre dans l'ordre. Tu peux avoir des élèves qui ont beaucoup plus de facilité avec ça ou pas. Enfin, tu vois, on peut imaginer qu'à la fin, on peut faire la correction tout le monde en commun, parce qu'en fait, tout le monde a la même phrase. L'objectif est le même pour tout le monde, mais la forme, et donc la consigne, va pas être la même en fonction des difficultés. Tu peux avoir aussi, pourquoi pas, si c'est un exercice de lexique, au lieu du mot, ça peut être des images. D'accord. Un son à écouter, tu dois écouter le mot, et tu as un QCM sonore en fait, tu dois écouter plusieurs mots et tu dois choisir. Parce que lire c'est dur, mais écouter je comprends mieux. Ça, c'est toi qui choisis ou tu laisses plus ou moins l'élève. On parle beaucoup de Montessori. Je ne sais pas si c'est toi qui dis, bon, voilà, là, il y a 4 consignes. Allez vers ce qui vous plaît le plus. Tu sais, quand tu as plusieurs élèves de niveau différents. Les deux options peuvent être intéressantes. Il faut que l'élève il ait conscience de ce qui va être plus facile pour lui. C'est pas toujours facile. Mais effectivement, le fait de faire comme ça, comme tu proposes, de le laisser aller vers ce qui l'attire, ça va peut-être lui permettre de prendre conscience aussi de ses facilités et donc de ses difficultés aussi. Donc les deux sont intéressants. Je pense que des fois, c'est intéressant de forcer un peu l'élève à aller vers un peu plus de difficultés, pas rester dans sa zone de confort. Bien sûr. Et des fois, c'est bien aussi que, bon, déjà, le contenu de l'activité est complexe, donc va vers un truc qui te parle et qui soit plus simple.
que c'est une bonne idée, ouais. Faut alterner, en fait, je pense. Il n'y a pas une solution. Bien Au sûr. contraire, ouais. Mais waouh. C'est un taf. En fait, Mais c'est un justement, vrai taf. L'IA te fait, tu vois, si tu lui dis, voilà l'activité, Ouais. je voudrais que il y en ait une où en fait tu mélanges l'ordre des mots, l'autre où tu mets des images à la place des mots, l'autre où c'est des petits sons, enfin c'est le mot qui est dit. Maintenant il le fait, hein, l'IA, il te prononce les mots aussi, enfin tu peux mélanger un peu les IA, mais... Donc en fait si tu as déjà la base, Ouais. justement c'est le boulot qui va être hyper chronophage pour nous, ça va être de refaire plein de fois, et ça l'IA elle le fait très bien. D'accord. Parce que tu as déjà les phrases qui sont correctes, donc il ne peut pas D'accord. faire d'erreur, vraiment. Donc pour toi, il faut absolument pas diaboliser l'IA, c'est plus notre allié que notre ennemi. Je pense, ouais. Après, ça peut être un peu notre ennemi si on lui confie trop de choses, si on réfléchit pas avant de lui parler, en gros, Ouais. parce il n'a pas notre intelligence, quand même. Enfin, c'est une autre intelligence, quoi, Ouais. artificielle. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas cette sensibilité aussi, il connaît pas nos élèves. Non. Et ça peut être un ennemi si les élèves s'en servent mal pour eux. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'ils s'en servent pour déléguer tout l'apprentissage, bah ça marche pas. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, non, c'est intéressant. Hein. Franchement, la consigne avec les exercices, je dirais, différents, pour moi, c'est un vrai plus. C'est pas un truc auquel j'avais pensé. Tu sais, par exemple, si je donne de la négation à faire, je sais pas si tu connais le Kiwi Club. C'est une sorte de télé-réalité où j'ai plusieurs élèves hispanophones et je leur enseigne le français, tu vois, devant les caméras, etc., etc. Et le truc, il n'est pas parfait. Hein. Je suis pas un prof parfait du tout. Je sais pas si tu en connais, toi, des profs. Ça n'existe pas. Tout fonctionne. Non, ça n'existe pas. Voilà. Et en gros, des fois, un jour, il y a un épisode dans lequel j'ai galéré avec la négation, tu vois. Et je comprenais pas pourquoi je galérais autant. Et je me suis dit, peut-être que le gars, moi je dis verbe, mais ça se trouve, il sait pas ce que c'est qu'un verbe, le gars. Là. Et moi je dis, mais tu mets ne, verbe, plus pas. Je ne suis pas, machin. Et tu sais, bref, il galérait. Un élève comme ça, moi j'ai réussi à trouver ma solution, mais j'ai beaucoup travaillé. Déjà, ça a nécessité beaucoup de création. Mais un élève comme ça, tu lui proposerais des choses avec de l'IA, des choses à écouter, des choses à toucher, remettre dans l'ordre, si la façon classique ne fonctionne pas. Mais est-ce que tu as compris pourquoi ça fonctionnait pas ? Je pense avoir compris. Parce que lui, il m'a pas dit « je sais pas ce que c'est qu'un verbe ». Mais tu penses que c'était ça le problème ? Bah si c'est pas ça, Ouais. je vois pas ce que ça pourrait être. Bah dans ces cas-là, il faut réussir à... Soit tu donnes une définition, un verbe c'est ça, ok ? Ouais. Et à partir de maintenant, je vais te parler de verbe et ce sera ça. Mais bon, ça oblige l'élève à devenir spécialiste d'un truc qui ne l'intéresse pas forcément. Mais moi, je l'ai su tard. Que, enfin, j'ai compris tard que... Mais ça se trouve, je savais pas ce que c'était un verbe. En fait, moi, j'étais dans la classe et j'ai dit, dans ma tête, je vais pas expliquer ce que c'est un verbe. Tout le monde sait ce que c'est. Ouais. Tu vois ? Parce que c'était des Espagnols. Ils ont tous été à l'école. Voilà, on sait ce que c'est qu'un verbe. Et moi, en fait, je l'ai su, on va dire, tard, tu vois. Et quand on a quelqu'un qui bloque comme ça, pour toi, il faut tout de suite penser à un plan B, parce que moi, j'avais pas de plan B dans le sens où c'était évident que tout le monde allait comprendre. Ouais. Tout le monde avait compris, sauf En fait, sauf je pense un que élève. quand tu vois qu'il y a vraiment un truc qui bloque, que vraiment, il y a un élève, il comprend pas du tout et il répète la même erreur ou vraiment il reste dans le blanc, il faut réussir à avoir plein de plans B. En fait, tu as besoin d'un plan B, C, D, E, F. Donc, par exemple, la négation, tu peux expliquer ne, verbe, pas. Ok, maintenant on va faire des exercices. Ils n'y arrivent pas du tout. Bon, on va se lever. Et toi, tu seras ne, toi, tu seras pas. Et on va prendre une personne, ça sera un sujet, une personne, ce sera un verbe. Alors, tu n'es pas obligé de dire les mots sujet et verbe. Tu peux dire, toi, tu es je, toi, tu es suis, et toi, tu es malade. Ok. Allez, mettez-vous en ligne pour faire une phrase. Et donc, ils peuvent avoir un petit papier, tu vois, puis ils doivent se mettre en ligne. Je, ok, toi, t'es qui ? T'es ne, suis, pas. Il va ou pas ? Attends, parce qu'on doit tous faire une phrase. Et après, tu peux dire, ok, bon, bah, ne et pas, vous restez ici. Maintenant, on va faire d'autres phrases, Donc là, tu as utilisé le corps, se déplacer dans l'espace, tu visualises vraiment la phrase et qui est ne, qui est pas. Ça peut très bien marcher avec des gens qui ont besoin de bouger. Après, tu peux faire un truc musical. Moi, je suis nulle en musique, chanson et tout, mais c'est très ne, pas. Tu vois, tu peux imaginer un truc où toute la phrase doit dire ne, pas. Et toi, tu dis des schémas. Enfin, oui. L'objectif, c'est d'automatiser et qu'ils comprennent que ne et pas, c'est indispensable autour du truc qui fait l'action, quoi.
verbe. Le truc théâtral, là, je ne savais pas. Ça marche hyper bien, je l'ai fait plein de fois en classe. Et ça marche hyper bien avec la négation, parce que tu as vraiment besoin du ne et du pas. Ça marche hyper bien avec les verbes composés, justement le passé composé, on en parlait tout à l'heure. Tu as besoin de l'auxiliaire, tu as besoin du participe passé, merci. Et après, tu peux même rajouter des gens qui font les terminaisons pour travailler l'accord, tu vois. Ah ouais. Et c'est très visuel pour le reste de la classe qui, du coup, eux, doivent faire l'arbitre et dire non, toi, tu vas pas là, tu vas là, tu vas je sais pas quoi. Ils ont des pancartes genre. Ouais. C'est hyper simple, tu prends une feuille, tu dessines au feutre. Bien sûr. Non, ça tue, ça c'est bien ça. C'est super, ça marche vraiment bien. Je suis sûr qu'en fait, j'aurais kiffé avoir cette idée. Parce que même à l'image, ça aurait donné archi bien. Le mec, là, le mec qui a du mal, il aurait dit Isa, toi, t'es le pas, donc tu te mets avant un tel, donc voilà, je ne suis pas français. Super. Vas-y, prenez un autre papier, et il réordonne et tout, ça aurait été Mais ça, c'est avec la pratique, en fait, tu te rends compte que ah ouais, j'avais pas pensé à faire ce truc. Ah bah maintenant, je vais le réutiliser plein de fois. Il y a des groupes avec qui ça va super marcher parce que s'ils ont besoin de ça, ils ne savaient pas, mais ils en ont besoin. Ouais. Et d'autres, ils vont dire ouais, d'accord, genre, faut se lever. La flemme. Ouais. Tu vois, t'as aussi. Des gens qui ont la flemme, mais après, c'est toujours, moi, pour moi, c'est toujours agréable de te lever, prendre une pancarte, ne pas et tout, puis tu peux même travailler les prépositions de lieu. Ouais, tu peux faire plein de trucs. Mets-toi entre un tel et un tel, va à la gauche de un tel, et tout. Impératif, bouge, va, je sais pas quoi. Ouais. Non, franchement, c'est mortel. Hein. Donc voilà pour la différenciation IA. Voilà. On va parler de. Bah, il reste quelques petits sujets. Je ne sais pas s'il y en a un qui te botte. Allez, sous-groupe. On a un peu parlé aussi de comment faire des groupes. Et justement, la sous-question, là, je vois, c'est comment former des sous-groupes utiles sans créer des groupes bons et des groupes faibles. Parce que tout à l'heure, j'ai donné un peu cet exemple de dire, bon, ceux qui n'ont pas trop compris, on les met là. Ceux qui ont bien compris, on les met là. Parce que des fois, ça va être utile. Pour être sûr qu'ils puissent compenser, avancer et tout ça. Tu les pousses vers le haut. Voilà. Ouais. Mais pas toujours. Il ne faut pas toujours faire les groupes comme ça. En fait, il faut toujours varier les manières de faire. Donc, on peut aussi se dire qu'on fait un groupe, justement, je confonds toujours les deux mots, un groupe hétérogène. Donc, à l'intérieur du groupe, du sous-groupe, il va y avoir des bons, des moins bons, des visuels, des gens qui ont besoin de bouger, des je sais pas quoi, pour mélanger plein de compétences différentes. Ok. Et c'est quoi les avantages, je dirais, d'avoir un groupe hétérogène et avoir un groupe, je dirais, de niveau plus ou moins similaire? Tu aurais des avantages tu vas pas travailler les mêmes choses, en fait. Si tu as un groupe où tu mets, en caricature, hein, mais les faibles et les bons, tu vas pas leur donner la même tâche à faire, ou en tout cas, tu n'auras pas le même niveau d'exigence. Tu peux leur donner la même tâche, mais exiger beaucoup plus des bons et juste qu'ils le fassent des faibles, par exemple. Donc tu vas pas leur donner la même chose, ou alors tu différencies justement et tu fais des révisions et eux, ils vont un petit peu plus loin, ou on peut imaginer d'autres choses. Si tu as des petits groupes hétérogènes, tu peux essayer, ça ne marche pas toujours, mais essayer de les faire travailler ensemble et qu'il y en ait qui prennent un petit peu le rôle de tuteur, par exemple, qui guident, qui aident, tu sais, tu peux leur donner des rôles, toi, tu dois te taire jusqu'à la fin, et à la fin, c'est toi qui valide ou pas, parce que tu sais que lui, il a bien compris, donc tu dois guider tes camarades pour qu'ils trouvent la réponse, ou toi, tu connais bien la règle de grammaire, donc tu vas être justement l'arbitre, enfin pas l'arbitre, mais comment on dit, valider la qualité de ce que vous rendez, parce que toi, je sais que tu connais bien la règle. Le contrôleur. Ça va, Oui, contrôleur. Voilà, du coup, pour toi, je pense que j'ai jamais parlé de ça, mais le prof n'est pas le seul responsable, je dirais, de la réussite d'un élève dans une classe. C'est vraiment les élèves qui sont responsables de leur réussite. Le prof, il doit pousser, encourager, donner les bons outils, varier les outils, justement, quand tu vois qu'un truc, genre ton histoire de verbe, ça n'a pas marché, réussir à trouver une autre option pour pouvoir faire en sorte que ça marche. C'est pas grâce au prof qu'on apprend, enfin, c'est toi, ta bonne volonté et ton travail. C'est ça que je voulais dire. En fait, c'est l'élève peut, je caricature aussi, peut mieux expliquer que le prof. Parfois, c'est hyper intéressant, et tiens, j'avais pas pensé à parler de ça, faire expliquer par les élèves certaines choses. Parce qu'ils vont expliquer avec leurs propres mots. Il y a de fortes chances qu'ils n'utilisent pas nos mots techniques à nous, que des fois, on est un peu
On se rend plus compte que adjectif, c'est pas du tout clair pour tout le monde. Ouais. Adverbe et adjectif, c'est quoi la différence? C'est des petits mots, tout ça. On peut peut-être dire tu mets la couleur après le truc. Et mais le fait qu'ils disent ça, alors la règle va pas être exactement assez précise selon notre critère, mais le reste de la classe va dire d'accord, fallait le dire comme ça depuis le début. Parce que la prof, elle est là avec son histoire d'adverbe et d'adjectif, on comprend rien. Si tu dis couleur, on a compris. D'accord. Donc des fois, faire réexpliquer par des élèves, c'est très intéressant ça. D'accord, faire réexpliquer, ok. Mais en écoutant bien et en corrigeant si besoin, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'ils mémorisent une règle qui n'est pas la bonne. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est intéressant. Et du coup, donc, sous-groupe et groupe, quand tu as un cours hétérogène, ces groupes peuvent à la fois servir à créer une sorte de tuteur ou à adapter certaines activités. Oui, c'est ça. Et puis, il faut vraiment varier les types de groupes aussi. Tu peux être à 2, ça peut être à 3, ça peut être faire travailler un peu tout seul aussi, c'est important. Travailler tous ensemble. Enfin, vraiment essayer de varier. Groupe homogène, groupe hétérogène, groupe de 2, de 3, de 10. Travailler tout seul, travailler tous ensemble. Varier aussi pour pas tomber dans une routine et se dire allez, on est reparti à travailler à 2 pour remplir des trous. Tu vois, ça crée un peu un ennui au bout d'un moment aussi, quoi. Bien sûr. Est-ce que pour toi, quand tu crées des groupes ou des sous-groupes, c'est uniquement des groupes autonomes qui s'autogèrent ou c'est des groupes qui vont bosser avec le prof? En fait, je sais pas si je me fais comprendre, mais tu as un groupe en fait qui va bosser entre eux et un autre groupe avec le prof. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ouais, je vois. Mais en fait, j'ai pas de réponse toute faite parce que ça dépend vraiment. Et je pense que là, le rôle du prof, c'est justement de... C'est pas parce que tes élèves ils travaillent en groupe que toi, t'es tranquille dans ta chaise. Non. Moi, je m'assois jamais, en fait, quand on est en classe en présentiel. En ligne, je suis tout le temps assise. Mais en classe en présentiel, je m'assois jamais parce que dès que je les fais travailler en groupe, je regarde comment ça se passe, comment ils avancent, est-ce qu'ils bloquent sur un truc, est-ce qu'ils sont partis dans la mauvaise direction et ça va être une catastrophe à la fin. Donc, en fonction de ce qui se passe, tu peux peut-être rester un peu avec un groupe pour les driver, les coacher, les amener vers ce que tu veux. Et puis d'autres, tu vois qu'ils avancent bien, donc c'est bon, ils n'ont pas besoin de toi. Il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend de l'activité, j'imagine. Ça dépend de l'activité, ça dépend du groupe, etc. etc. Moi, je vais faire un petit résumé des groupes et des sous-groupes. Excusez-moi, la lumière ici, elle change tout le temps. Du coup, parfois j'apparais sombre, j'apparais clair à des moments, donc excusez-moi déjà. Donc les groupes et les sous-groupes, franchement, c'est super intéressant. Vous pouvez créer des groupes hétérogènes où il y aura des élèves en fait qui vont servir de tuteurs. Et on m'a souvent dit aussi que pour retenir une règle, il faut savoir l'expliquer. Et à partir du moment où un élève devient tuteur, ça va lui permettre de retenir la règle à 100%. Ça va l'aider à retenir la règle et ça va aider l'élève qui écoute son tuteur à pourquoi pas mieux comprendre la règle parce que son tuteur va lui expliquer avec des mots qui à nous ne viennent pas à l'idée. Par exemple, une voiture rouge, nous on dit voiture, l'adjectif vient après lui, il va dire non, il faut mettre la couleur après le nom, etc., etc. Bref, plein d'explications comme ça que moi j'ai vu dans mes cours. Et j'ai dit, mais en fait, lui, l'élève, il a mieux expliqué que moi. Enfin bref, il va expliquer avec ses mots. Et faire des groupes, des sous-groupes en fonction de la tâche. Un groupe peut-être avec un prof, un groupe peut-être sans prof, ça dépend de ce que vraiment vous voulez taffer, mais c'est ça, les groupes, les sous-groupes, avec une classe hétérogène. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter pour les groupes et sous-groupes. Je pense qu'on a déjà donné pas mal de choses. Ouais, c'est cool, c'est cool. Numérique, c'est pareil, j'ai l'impression qu'on en a déjà pas mal parlé avec l'histoire de l'IA. Ouais. Numérique, en fait, c'est... Des outils numériques utiles. Ah oui, ok. Non. Tu penses qu'on en a parlé ou... Non, effectivement, j'avais pas lu la sous-question. Comment choisir des outils numériques utiles sans exclure ceux qui ont peu d'équipement ou peu d'aisance avec le digital, oui, effectivement. Là, c'est différent parce qu'on parle de compétences numériques ou d'accès aux équipements, effectivement. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie du diagnostic que tu dois faire au début de l'année, un peu savoir est-ce que tous mes élèves ont un smartphone ou pas. Parce que des fois, on peut dire, allez, on peut scanner le QR code et vous allez avoir accès à je sais pas quoi. Ah mince, il y en a 3 qui n'ont pas de smartphone. Ou alors, ils ont un smartphone, mais ils n'ont pas Internet. Comment ils n'ont pas de forfait, ils n'ont pas de je sais pas quoi. Ça arrive encore, en fait. Donc ça, c'est très important. Et après, savoir ce qu'ils sont capables de faire ou pas avec leurs appareils, s'ils en ont. Et je me rends compte que, d'ailleurs, c'est chez les plus jeunes, on a l'impression qu'ils sont hyper à l'aise avec le numérique. En fait, ils sont hyper à l'aise avec leur smartphone, le leur, et avec prendre des photos, envoyer des messages, les réseaux sociaux et tout. Mais tu les mets devant un ordinateur avec un clavier et un traitement de texte, ils savent pas faire. Hein.
Tape comme ça ou... Ils sont perdus, ils ont l'habitude de faire comme ça, donc là, faut changer les mains. Non, Ouais. j'exagère un peu, mais il y a vraiment ce truc de taper, mettre en page, le gras, pas gras, italique, je sais pas quoi. J'ai remarqué que chez les jeunes, on a l'impression qu'ils sont hyper à l'aise, pas sur les mêmes compétences que nous, en fait. D'accord, ouais, sur TikTok, oui, mais Ouais, voilà. traitement de texte et tout. Donc c'est à toi de voir après qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu veux leur ajouter des compétences numériques? Est-ce que c'est ton rôle en tant que prof de FLE? J'ai pas de réponse, ça dépend du contexte, en fait. Moi, je pense pour l'IA, comme tu as dit, je pense que oui, ce Ouais. serait nécessaire. C'est pas notre rôle, mais toi, tu fais bien des choses qui ne sont pas Ouais, c'est clair. tu vois, c'est pas ton rôle, mais à mon avis, tu dois avoir, à mon avis, plusieurs casquettes. Mais pour toi, en fait, c'est indispensable pour que ton cours se passe bien, que tes devoirs se passent bien, pour ce que tu demandes avec l'IA, etc., se passe bien. C'est important que tu leur donnes ces compétences numériques, quitte à faire un petit tuto. ChatGPT, on l'utilise comme ça. Vous n'avez pas de compte, créez votre compte. Vous n'avez pas d'email, créez votre email. Si tu sais que tu vas beaucoup l'utiliser parce que toi, tu es convaincu de l'utilité de cet outil, Ouais. ça vaut le coup de passer un petit peu de temps Bien sur sûr. expliquer comment ça marche. Ouais. Effectivement, on va tous se créer un compte, on va le faire maintenant. Et tu passes voir si tout le monde a bien créé son compte, il Ouais. faut qu'ils récupèrent leur lien de validation dans le mail. Ils Wow, savent c'est pas se relou, connecter ça. à leur mail. Bah ouais, mais c'est... Dès que tu veux créer un compte sur un truc, c'est comme ça. J'avais pas compris. Là, je comprends pourquoi tu dis, puisque c'est notre rôle, machin. Ouais, tu perds T'as un temps raison. fou. Non, t'as raison. Parce que combien de... Je pense surtout aux ados, j'étais surprise à chaque fois. Ah oui, j'ai un mail, mais je m'y connecte jamais, je connais pas mon mot de passe. Bah ouais, du coup, pour récupérer le lien de validation Wow. du compte, de trucs. Ah, une galère. Donc là, plein de solutions. N'utilisez que des plateformes où t'as pas besoin de créer de compte. Et ça, je vais me permettre de faire une pub. C'est une plateforme 100% gratuite, libre de droit et tout, c'est la Digital. La digitale. La digital.dev, c'est un truc, je crois que c'est français. Pour le dev, ouais. Et c'est vraiment libre de droit, ça ne collecte pas vos données, tu n'as pas besoin de créer de compte. Alors nous, en tant que prof, on peut se créer un compte Ouais. pour garder ce qu'on crée. Quand tu crées des ressources, des activités, des trucs, tu peux te créer un compte, comme ça, tu n'as pas besoin de les recréer à chaque fois. Bien Mais sûr. pour que les gens participent, pour que tes élèves participent, il n'y a pas besoin. Ok. Donc ça fait gagner un temps fou. Et ça sert à quoi, digital.dev? Il y a plein de choses. On peut faire Un peu une heure tout. à parler de la digitale. si Ouais. tu veux. Ouais. Non, non, on va C'est pas. super la digitale. Allez voir, il y a plein de trucs. Mais c'est pour le prof ou l'élève? Les deux. Ok. Ouais. Ok. Mais tu vois, si on pense à des petits outils comme ça numériques pour soit faire ses devoirs, soit partager un truc, soit juste jouer en classe et t'as des dés qui tournent sur ton écran, hop, t'en as. Générer des images, enfin tu peux faire tout et c'est entièrement gratuit. Donc tu peux essayer de privilégier plutôt des outils comme ça. Ou alors, t'as vraiment pris le temps. Ce que j'avais fait aussi une fois, c'était qu'on avait créé une adresse mail Ouais. de la classe. Ouais. Et du coup, à chaque fois, c'était la classe qui s'inscrivait à tous les outils. D'accord. Avec l'adresse mail que tout le monde connaissait, le mot de passe que toute la classe connaissait, et cette adresse mail, elle servait juste à valider tes comptes et tout ça. Ça marche pas pour Ça- tous les outils, parce que du coup, des fois, tu peux pas être connecté à plusieurs appareils sur le même compte. Mais... Bien sûr, non, ça peut être bien. Tu sais, aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus connecté, j'ai envie de dire. Et je me rappelle, Amandine, tu sais, quand j'étais au lycée, moi, je me sentais exclu parce que pour les profs, pour tout le monde, c'était évident que tout le monde avait un ordinateur Ouais. chez soi. On devait, tu sais, rendre des rapports, des trucs, mais moi, j'avais pas de PC, j'avais pas de PC portable. Heureusement, il y avait le CDI, il y avait une bibliothèque dans mon quartier, donc voilà, je pouvais y accéder. Mais ça peut arriver, par exemple, d'adapter ses devoirs en fonction des, je dirais pas des capacités financières ou technologiques, mais en fonction de ce dont disposent les élèves chez eux. Tu peux pas dire IA en sachant que tu en as deux là, Ils qui ont ont pas Internet, ils ont pas... Ouais. par internet, pas de téléphone et tout. Tu fais quoi? Tu te dis c'est à l'élève de s'adapter au cours ou c'est toi qui t'adaptes à l'élève? Bah, si tu sais que tu as vraiment des différences comme ça, c'est pour ça que l'histoire du diagnostic, j'y reviens toujours, mais bien connaître Putain, ses t'as élèves, raison. Ouais, t'as raison. vraiment les connaître dans tous les moindres détails, quoi. C'est quoi votre situation familiale? C'est quoi, vous habitez où? Vous avez quoi dans votre appart? Vous avez Internet? Vous avez l'électricité? Vous avez de Bien l'eau? sûr. Vous avez... Mais, parce qu'en fait, tu peux, si tu sais que dans ta classe, tu as vraiment des disparités comme ça d'accès au numérique, Ouais. tu peux à chaque fois proposer, je vous propose de faire ce devoir-là, Ouais. je vous donne deux options, c'est vous qui choisissez. Ok. Soit vous le faites de manière numérique, en utilisant un PowerPoint, vous me faites des slides, je sais pas quoi, Ouais. soit vous le faites papier-crayon, Ok. et vous me ramenez des slides sur papier, quoi, en gros. Ok. Et tu dis pas, vous faites ça, et vous faites ça. Tu dis, vous Ok. choisissez. Ok. Donc ceux qui n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas Internet, ils vont choisir papier. Mhm. Mais même dans ceux qui ont Internet, il y en a qui vont dire,
Ah ouais, c'est vrai que pour une fois, on pourrait se déconnecter un peu de l'écran et ça me fait plaisir de reprendre papier, crayon, je vais dessiner, ça me fait plaisir. Ça, tu sais, ouais. Donc tu proposes les deux alternatives, quoi, numérique ou pas. C'est clair, ça tue. Donc ouais, de ce que je comprends, hein, franchement, le diagnostic, au début on a parlé de diagnostic, en fait ça va nous aider, je dirais, à proposer nos activités, à connaître nos élèves, etc., etc. Mais je pense que le diagnostic aussi, dont parlait Amandine, c'était aussi le fait de poser des questions en rapport avec votre façon de travailler. Si vous savez que vous travaillez avec du numérique, assurez-vous que tout le monde ait du numérique. C'est vraiment dans des classes, je ne sais pas si dans votre pays c'est normal d'avoir Internet ou pas, mais moi au lycée, mon prof n'avait pas fait ce diagnostic, j'étais pas content quand il nous demandait de faire des trucs à l'ordinateur, aller sur Internet et tout, c'était très... C'est un truc que j'avais mal vécu et c'est possible que ça se reproduise pour certains élèves. Donc voilà, le numérique en fait, de ce que j'ai compris, hein, je ne sais pas si Amandine, je parle sous son contrôle et elle pourra nous ajouter des choses. Il faut déjà s'assurer que les élèves ont une aisance numérique. Si vraiment votre numérique fait partie du cœur de votre apprentissage, il faut vraiment s'assurer que vos élèves comprennent comment on utilise tel ou tel site. On a parlé de la quoi ? La digitale. La digital.dev, il y a plein d'activités et tout. Mais c'est pas forcément notre rôle, mais si vraiment on veut avoir un apprentissage fluide, franchement, il faut s'assurer que tout le monde ait les outils numériques pour pouvoir suivre notre apprentissage. Okay, je ne sais pas s'il y avait quelque chose à ajouter. Non, je pense qu'on est pas mal. Non. Écoute. Ouais, ça va, on est pas mal. Bah, merci Amandine. On va passer à la prochaine carte. J'hésite entre les deux. Allez, plurilinguisme. Okay. Donc, comment gérer une classe où les apprenants ne partagent pas la même langue et ne peuvent pas s'aider en traduction ? En fait, cette question, elle me pose question parce que moi, je travaille pas beaucoup avec la traduction, en fait. Alors, j'ai pas beaucoup enseigné dans des classes plurilingues. Je suis honnête, je connais pas forcément bien ce truc-là. Moi, j'ai beaucoup enseigné avec des classes hispanophones. Ouais. Et en fait, mes élèves, ils mettaient... Tu parles espagnol ? Ouais. Okay. Mes élèves, ils mettaient des mois à savoir que je parlais espagnol, en fait. Parce que je parlais pas du tout espagnol en classe. Avec quel niveau tu parles ? Même avec les A0, A1. C'est long, c'est laborieux, c'est douloureux pour tout le monde. Ouais. Et c'est hyper frustrant pour moi parce que j'ai envie de parler avec eux et de, je sais pas, de leur raconter des trucs ou qu'ils me racontent eux des trucs, mais j'obligeais un peu ça, je forçais un peu ça pour justement qu'on n'ait pas recours forcément à l'espagnol comme solution de facilité pour expliquer. Alors, une fois qu'ils avaient compris que je parlais espagnol, je me permettais des fois de dire « Bon, écoutez, je fais une petite parenthèse en espagnol juste pour vous expliquer ça, pour qu'on débloque plutôt que d'expliquer pendant des heures en français avec des gestes et je sais pas quoi. Ouais. Ça va beaucoup plus vite. » Mais en fait, je trouve ça important de garder ce truc-là aussi. On va pas s'interdire de parler d'autres langues, mais dans une classe plurilingue, à moins d'être un génie, on parle pas du tout toutes les langues de tous les gens qui sont dans la classe. Non. Non, nous en tant que prof, je veux dire. C'est compliqué. Et des fois, on pourrait se dire, on va parler anglais, c'est la langue internationale. On sait pas trop quel niveau d'anglais ils ont, les élèves. Ça se trouve, il y en a qui comprennent rien à l'anglais, qui vraiment... et d'autres qui vont être très à l'aise. Donc tu crées des inégalités, en fait. Donc en fait, il faudrait essayer au maximum de faire tout en français. C'est un sacré défi. C'est hyper compliqué, ouais. Mais toi, tu peux te heurter à certains élèves qui peuvent te dire « Bon, moi, j'ai pas le temps, m'explique pas cette règle de grammaire en français. Ce que je veux comprendre, c'est la règle de grammaire. C'est pas l'explication de la règle de grammaire. » Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu peux l'expliquer rapido en espagnol. Ok, elle a compris, et là, on repasse en français. Mais toi, quand tu es dans une classe plurilingue, tu peux pas faire ça. Ah, c'est chaud. Ouais. Donc l'idéal, c'est de se dire vraiment, ok, la langue de la classe, à partir du moment où vous passez la porte, on parle que en français. C'est vrai. C'est pour moi. C'est le plus juste bien pour sûr. Tout le monde. C'est la meilleure des solutions et comme tu as dit, c'est le plus juste. Toi, tu les mettrais côte à côte. Tu ferais un coin espagnol, un coin anglais, un coin arabe. Je crois que non, parce que par exemple, les hispanophones, ils vont capter des trucs beaucoup plus rapidement parce que c'est très similaire, français et l'espagnol. Une fois que tu passes sur la phonétique, que tu fais abstraction de la phonétique, c'est la même langue à peu près. J'exagère, mais ça se ressemble beaucoup. La construction de la phrase, les verbes qui se conjuguent et tout. Les anglophones,
ils vont avoir certaines facilités par rapport au vocabulaire, etc., parce qu'il y a beaucoup de choses Ouais. transparentes. Ouais. Après, les verbes, ils vont rien capter parce qu'on conjugue les verbes, le subjonctif, laisse tomber. C'est un monde à part. Et Ouais. les autres langues, j'en sais rien, je connais pas. Mhm. Donc moi, j'aurais tendance plutôt justement à obliger un peu à mélanger, parce que sinon, tu vas avoir un groupe qui va tout comprendre très très vite et qui va beaucoup avancer, Ouais. un autre qui va être complètement perdu, et toi, tu connais pas leur langue, donc tu sais même pas sur quoi ils butent. Ouais. Et bref, donc j'aurais tendance plutôt à les inciter à mélanger pour que peut-être les hispanophones qui ont compris un truc puissent expliquer, comme on disait tout à l'heure, avec leurs propres mots, dans leur français, ou en faisant des schémas, ou peut-être qu'ils savent qu'avec lui ils peuvent parler en anglais, donc ils vont... Et que ça dépatouille un peu les choses, qu'ils puissent s'expliquer entre eux en fait. Bien sûr. Mais en fait, ça, c'est la question qui revient le plus souvent. Mais toi, par exemple, tu m'as dit que tu apprenais le grec. Ouais. Tu peux pas apprendre le grec, à moins que ton gars, là, ce soit un acteur qui sache faire la langue des signes ou qui ait des images à gogo. Mais comment tu peux apprendre une langue si la personne, en débutant je parle, si la personne ne parle pas ta langue, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Bah, après là, c'est un cours particulier. Donc j'apprends le grec en espagnol. Notre langue commune, c'est l'espagnol. Ouais. Mais c'est super. Mais en cours particulier, c'est différent. Parce que l'idée, c'est quand même que tu puisses communiquer un tout petit peu avec ton... Plurilinguiste, ça n'a pas de sens en cours particulier. Ouais. Si toi, en fait, là, demain, t'allais dans un cours de grec en Grèce, avec plusieurs nationalités, et que le prof parlait essentiellement grec, sans images, sans... Je sais pas comment expliquer. Il va parler très doucement, répéter tout. Moi, je me rappelle très bien que quand j'ai enseigné le A1, parce que j'ai fait en boucle le A1 quand j'étais en Espagne, c'était le cours que je préférais, en fait, une fois que tu l'avais bien maîtrisé, je parlais niveau A1. Donc, je faisais que des phrases, sujet, verbe au présent, un verbe soit qui ressemble à l'espagnol, soit que je sais, on le connaît. Ouais. Complément. Point, on respire, ils ont compris? Oui. Ok. Suite, sujet, verbe. J'exagère un petit peu, mais vraiment, j'avais nivelé ma manière de parler à leur niveau de compréhension. Avec ou sans geste? Avec aussi beaucoup de gestes, des dessins, des... Ça t'aimait bien, ça te fatiguait pas, ça allait. C'est crevant, hein. Tu sors d'1h30 de cours de A1, t'es là, j'ai besoin d'une semaine de vacances. Parce que t'as tout donné pour être sûr qu'ils comprennent. Et puis en plus, moi, j'étais comme ça pour voir, ils ont compris? Ouais, ok, ils ont compris. Ok, on avance. Mais j'adore ce truc-là, en fait. Mais bien sûr, en fait, c'est un sacré défi. Et il n'y a pas de formule magique qui fait que tu arrives devant ta classe, tu leur parles uniquement en français et en ajoutant, je sais pas moi, une image, un son, j'en sais rien, qui fait que peu importe la langue, si tu parles qu'en français, les gens vont comprendre. Ça n'existe pas, il n'y a pas de méthode. Je pense pas. Puis ça dépend de chaque élève. On en revient à notre histoire de diagnostic du début, mais chaque élève est différent. Chaque élève, il y en a qui vont capter un truc très vite. Ils vont dire, ah, c'est vrai que ça ressemble un peu à l'espagnol, ok, donc je peux me raccrocher à l'espagnol, en fait. Il faut que je me fasse confiance, je comprends, en fait. Et d'autres qui vont être là, c'est des sons nouveaux, je comprends rien. Et ils vont, blocage. Le premier cours, tu t'en certains qui sont là. Ils comprennent rien. D'autres qui sont ah oui, je répète. D'autres qui se lancent à dire Yé m'appelle Yé m'appelle Et c'est super qu'ils se lancent. Ouais. Et d'autres qui vont dire non, j'ose pas me lancer là, c'est ridicule, je vais pas faire un jeu, c'est un son trop bizarre. Enfin, tu vois. Oui, le jeu, ils ont du mal. Ça dépend de leur caractère, ça dépend est-ce qu'ils ont appris d'autres langues avant ou pas, est-ce qu'ils ont l'habitude, tu vois, de prononcer des sons bizarres parce qu'ils ont déjà appris l'anglais par exemple ou pas. Enfin... Et tu crois que l'aisance de l'élève qui est dans une classe plurilingue dépend aussi de la façon dont le prof a décidé de briser la glace Je pense que l'ambiance de classe repose beaucoup, pas que, mais beaucoup sur le prof, sur comment justement tu fais en sorte que les élèves se connaissent, se fassent confiance. Ça rejoint un peu notre dernière carte. La dernière carte. Je fais une transition, Vas-y. parce que j'ai lu la petite question en dessous. Inclusion, comment faire en sorte que tout le monde se sente légitime, même quand tu as un petit niveau, même quand tu vois que tu es plus faible que les autres. Ça dépend beaucoup de l'ambiance de classe que tu vas créer, que tu sais qu'on va pas se moquer de toi si tu fais un truc bizarre, ou si ça rigole, ce sera avec bienveillance, tu vois, parce que des fois, il y a des situations qui sont drôles, tu peux pas ne pas rigoler, en fait. C'est pas moqueur. Voilà, qu'on soit pas en train de se moquer. Et s'il y a un élève ou des élèves qui sont un peu plus à la traîne, qu'il y ait cette espèce de solidarité, de dire, on va leur réexpliquer, on va les reprendre, on va essayer de leur trouver d'autres solutions.
Ouais, c'est vraiment réussir à créer cette ambiance de classe. Et c'est pour ça que les premiers cours, moi je trouve, ils doivent vraiment être dédiés à apprendre à se connaître. Ouais. Aussi bien toi connaître les élèves que eux se connaître entre eux aussi. Se faire confiance, poser des règles aussi. Alors il faut qu'ils aient déjà un petit peu de niveau de français. Si c'est A0, c'est difficile de poser des règles parce qu'on va pas comprendre les règles. Bien sûr. Mais quand ils commencent à avoir un peu de niveau, moi je passe beaucoup de temps au début à dire, alors je vous préviens, dans cette classe, tout le monde est égaux, tout le monde a le droit à la parole, tout le monde est égal d'ailleurs, on dirait. Égal. On est tous égaux, oui, tout le monde est égal, ouais. Ce serait plus correct en termes de langue française. Tout le monde est égal, tout le monde a le droit à la parole. Ouais. Tu poses des règles dans ta classe pour que tout le monde comprenne que tout le monde est égal dans la classe, tout le monde a le droit à la parole. Parce que tu as aussi, quand tu as des classes plurilingues, ça veut dire aussi pluriculturel, multiculturel. Bien sûr. Donc chacun vient avec... on sait bien que dans certaines cultures, seuls les aînés ont le droit à la parole. Ou en tout cas, la parole de l'aîné va être bien plus importante. Ou la parole de l'homme par rapport à la femme, etc. Oui. Donc moi, j'aime bien poser ce cadre en disant, ici, tout le monde peut parler, tout le monde va faire des erreurs, moi-même je vais faire des erreurs. Donc je pense que c'est très important. Et c'est comme ça que on va pas se sentir différent et que peut-être tout le monde va se sentir légitime et inclus dans le groupe classe, quoi. Bien sûr. Après, inclusion, est-ce que toi, tu penses que dans la classe, tout le monde est égal, comme tu as dit, mais est-ce qu'on va donner la place à des idées un peu bizarres, par exemple xénophobie, racisme? Est-ce que tu vas laisser ça s'exprimer? Ah, on est tous égaux, j'ai le droit d'avoir mes idées. Ou tu vas lui dire, ça, j'en veux pas dans ma classe? C'est hyper complexe comme question, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à accepter qu'on dise des choses qui soient qui soient racistes, qui soient homophobes, qui soient... Tu crois que ça existe un prof de FLE raciste? J'espère pas. C'est compliqué, puisqu'il est avec des étrangers, ou il habite à l'étranger. J'espère pas, mais franchement, j'en sais rien. Des fois, à l'étranger, on va pas rentrer dans ce... Non, on va pas rentrer dans ça. Parce que j'ai des exemples qui m'arrivent. Ouais. J'espère pas. Ton objectif, c'est quand même de faire en sorte que, grâce à l'apprentissage d'une langue, les peuples communiquent mieux entre eux. Donc, s'ils communiquent mieux entre eux, ils vont se respecter. Enfin, moi, j'ai vraiment l'espoir... En fait, je pense qu'un prof de FLE, ça sauve le monde. Un prof de langue, en général, l'objectif, c'est qu'on apprenne à communiquer et donc qu'on se comprenne, quoi. Bien sûr. Où est-ce qu'on allait avec cette question? Ah oui, est-ce qu'on accepte l'inclusion, en classe, en fait, tout le monde est égal, on peut tous... On a la parole libre, etc., à certaines limites, peut-être. Bah, tu vois, moi j'ai enseigné préparation au DELF B2, donc argumentation, débat et tout. Il y a déjà un paquet d'années, quand il y avait les manifs pour tous et le débat sur le mariage pour tous et tout ça, dans un pays où de toute façon l'homosexualité était interdite, punie par la loi et tout. C'était compliqué, hein. Oui, j'ai pas de réponse sur ce truc de est-ce que tu acceptes tous les points de vue dans ta classe ou pas, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai vraiment du mal à accepter homophobie, racisme et tout ça dans ma classe. Après, je comprends aussi que dans une classe plurilingue, donc multiculturelle, chacun vient avec sa culture, son background, son éducation, etc. Faut juste faire en sorte qu'il y ait personne qui soit mal à l'aise dans la classe. À la limite, si toi, t'es le seul à être mal à l'aise, bon bah tant pis pour toi, mais voilà. Je sais pas, c'est très compliqué. Et puis il y a aussi quand t'enseignes le français en France, ou qu'en tout cas toi, t'es français, il y a un peu cette notion de tu dois aussi enseigner un peu les valeurs françaises ou les fameuses valeurs républicaines qui veulent tout et rien dire. Mais pour moi, c'est un peu ces valeurs de tolérance, d'acceptation de l'autre. Mais du coup, ça veut dire quoi, acceptation de l'autre? T'acceptes le racisme et l'homophobie? C'est hyper complexe, il n'y a pas de réponse. J'ai plein de questions. T'acceptes que dans sa culture, telle ou telle chose ne soit pas normale, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est... Franchement, c'est ça. C'est des débats de fond. Ouais. Tu vas aller en France. En France, on vit comme ça. Ouais. Tu vas jamais imposer tes trucs en France, donc fais preuve un peu de tolérance dans ton cours. C'est ça. Et puis, moi, j'essaye de rester très ouverte à chaque fois en me disant, bon, peut-être que s'il me dit ça, c'est parce qu'il vient vraiment d'un endroit tellement différent du mien que forcément, on ne peut pas avoir le même rapport et la même compréhension du monde, parce que ça ne veut pas dire que moi, je comprends mieux que lui, pas du tout. C'est juste qu'on a deux optiques complètement différentes. C'est clair. Donc, t'essayes de rester... moi, j'essaye de rester le plus ouverte possible.
Et des fois, c'est dur aussi d'entendre des choses qui sont là. Tu fais, attention. Après, tu peux. En fait, ça dépend où tu travailles, dans quel pays tu travailles. C'est pour ça que j'ai pas de réponse précise à cette question, parce que moi, j'ai eu plein de critères. J'ai eu des problèmes. Une prof de FLE, c'était une ressource sur la famille. Ça parlait des familles homoparentales, de maman, elle a un enfant, elle s'occupe bien et tout. J'ai que des problèmes. T'as pas honte, parce que moi, je suis musulman aussi, tu vois. Donc voilà, l'homosexualité, c'est pas un truc que chez nous on aime, tu vois. Mais je laisse les gens, moi perso, je laisse les gens faire leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, à Las Palmas, je crois que c'est le paradis des homos là-bas. Avant d'y aller, bon, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais bref, on discute. Avant d'aller à Las Palmas, je n'avais jamais parlé à un homo de ma vie, tu vois. Que tu saches. Que je sache exactement. Arrivé là-bas, je comprenais pas. Je dis, mais t'es homo depuis quand? Pourquoi? Truc et tout. Tu vois, j'essayais de comprendre, on va dire. Et il me disait, on n'a pas choisi, on est comme ça. Toi, t'es hétéro, moi, je suis homo. T'as pas choisi, en fait. Je suis né comme ça. T'es noir, je suis blanc, t'es né comme ça, t'as pas choisi. Et puis, j'ai compris, mon esprit s'est un peu ouvert. Mais je sais pas non plus aussi si ça, c'est le rôle, tu sais, du prof de français, d'inclure des idées comme ça ou de changer la mentalité d'un tel ou d'un tel. Je pense pas que le but soit de changer ou d'absolument vouloir le convaincre d'un truc, c'est plutôt ouvrir et dire en fait ta position, ok, elle existe, mais la mienne elle existe aussi. Bien sûr. Où il y a une variété, de même que tu apprends une nouvelle langue, tu apprends à ouvrir le fait qu'il y a plein de manières de vivre. Tu peux être musulman, tu peux être athée. Le truc d'être athée, il y a plein de gens qui sont hyper choqués dans plein de pays. C'est comment ça, t'es athée, ça n'existe pas. Tu crois à rien? Ouais. Je préférerais que tu sois n'importe quelle autre religion, mais pas athée, c'est pas possible. Donc c'est ça. Juste accepter la manière de faire des autres, même si des fois ça te semble un peu. Et dans les deux sens. Bien sûr. Moi, je vais trouver bizarre certains trucs, et eux vont trouver bizarre certains trucs de moi, en fait. Donc. C'est la culture Moi, je pense que c'est la culture de chacun, parce que nous, on parle d'inclusion ici, mais tu peux avoir une classe, par exemple, avec des gens qui ont des cultures à l'opposé de l'occidental, et t'as un mec qui vient en jupe, qui se fait ses ongles, voilà, quoi. Et je sais pas comment tu vas réussir à faire... Le mec, là, il va le regarder bizarre, tu vois, toutes ces choses-là, comment on appelle ça, là, Non, c'est pas le... Il y a un mot pour ça. Putain, c'est quoi le mot? Tu peux pas t'aider, médiation, je crois. La médiation, en fait, tu fais de la médiation un peu. T'aides les gens à... Voilà. Ça vient en espagnol, le mot. Convivir, à cohabiter et à travailler ensemble et à rester un groupe et à se tolérer, en fait. Voire s'accepter, ce serait encore mieux, mais... à s'accepter. En vrai de vrai, le mieux, c'est de s'accepter. Je pense que plus on rencontre de gens différents, plus on devient riche, et tout. Et c'est ce qui fait aussi, à mon sens, la richesse d'une classe hétérogène. Je vais conclure sur l'inclusion. L'inclusion, l'idée, en fait, ici, c'est vraiment de faire en sorte de dire, dès le départ à vos élèves, que tout le monde est égal dans la classe. On peut s'exprimer, on peut parler, etc. etc. Elle a parlé du DELF B2, argumentation et tout. C'est vrai qu'au DELF B2, on ne juge pas les idées, parce que je suis examinateur aussi, on ne juge pas les idées de l'élève, on juge la manière dont il les présente et dont il les argumente. Et parfois on a des idées un peu... voilà. Quand on vit en France, pour nous, il y a des choses en fait qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas entendre, qu'on ne peut pas écouter. Mais quelqu'un qui vit ailleurs, pour lui, c'est normal de dire bref, je vais rien dire. Je vais rien dire. Et en fait, c'est ça, le prof a parfois le rôle de médiateur culturel, si je peux appeler ça comme ça. Est-ce que c'est bon pour toi pour l'inclusion ? Ouais, c'est pareil, on pourrait en parler une journée entière, mais... c'est trop. Après, on a déjà donné quelques pistes. Bien sûr. Non, mais face cam comme ça, c'est compliqué sans se mettre dans la sauce, tu vois, de trucs, tu vois. Mais franchement, c'était intéressant. Là, tu as donné beaucoup d'idées à tous les profs, en fait, qui ont des personnes différentes dans leur classe, que ce soit des langues différentes, des cultures différentes. Franchement, là, il y a beaucoup de choses. Même au niveau des devoirs, là, tu leur as donné plein d'idées. Et franchement, je suis très content de t'avoir vu ici. Merci beaucoup aussi pour l'accueil. Excellemment bien accueilli, Amandine. Très content. Merci Attends, beaucoup. T'as pas mangé encore. J'ai pas mangé encore. Bon, on va y aller là, on va manger. Tu dis au revoir
aux gens. Merci beaucoup, au revoir. J'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Bien sûr, oui.